Chapitre 6. Poursuite au cours de laquelle le traître se dévoile. Tels des Léviathans, les hautes frégates dorées se frayaient un passage parmi les épaves de la flotte pirate. Quelques galères étaient encore la proie des flammes, d'autres celles des flots. Mais presque toutes avaient déjà sombré dans les profondeurs insondables. Les brasiers projetaient des ombres étranges, qui dansaient sur les parois humides des cavernes marines. Comme si les fantômes des victimes du massacre avaient rendu un dernier hommage à la terre, avant d'aller rejoindre les abysses, sur lesquels régnait encore, disait-on, un seigneur du chaos, qui recrutait ses fantastiques équipages parmi les âmes mortes au combat. Peut-être aussi allait-il rejoindre un destin plus doux, à servir Straacha, seigneur des élémentaires de l'eau, qui gouvernait la surface des mers. Mais quelques pirates avaient réussi à s'enfuir. Ils avaient réussi à faire demi-tour, et peut-être même avaient-ils maintenant atteint la haute mer. La frégate amirale fut aussitôt alertée. Sur cette frégate se trouvaient Elric, Magnum Colim et le prince Irkoun, qui de la passerelle évaluaient les dommages. « Alors, il nous faut nous lancer à leur poursuite et leur régler leur compte !» déclara Irkoun. Son visage sombre luisait de sueur, ses yeux brillaient de fièvre. « Nous devons les poursuivre !» Elric haussa les épaules. Son énergie physique faiblissait. Il n'avait pas emporté de drogue avec lui pour renouveler ses forces. Il voulait rentrer à Imrir et prendre du repos. Il était las du sang, las d'Irkoun, las de lui-même surtout. La haine qu'il concevait pour son cousin épuisait encore un peu plus ses forces, et il haïssait la haine. C'était cela le pire. « Non, dit-il, laissons-les s'enfuir. »« Les laisser fuir sans les châtier ? Vous n'y songez pas, votre majesté, ce n'est pas la coutume de Melniboné. » Le prince Irkoun se tourna alors vers le vieil amiral. « Est-ce la coutume des Melnibonéens, amiral Magnum Colim ?» Magnum Colim haussa les épaules. Lui aussi ressentait la fatigue, mais au fond de lui-même, il approuvait le prince Irkoun. Les ennemis de Melniboné devaient être châtiés, ne serait-ce que pour avoir songé à attaquer la cité qui rêve. Il se contenta de dire « La décision appartient à l'empereur. »« Laissons-les, » répéta Elric. Il s'appuya de tout son poids sur le parapet. « Laissons-les rapporter la nouvelle dans leur pays de barbares. Laissons-les rapporter le récit de la victoire des princes dragons. La nouvelle se répandra vite. Je crois que, pendant quelque temps, nous ne serons plus importunés par la visite de ces pirates. »« Les jeunes royaumes regorgent d'imbéciles !» rétorqua Irkoun. « Ils n'y croiront pas. Il y aura toujours des pirates. Le meilleur moyen de les mettre en garde serait de s'assurer qu'il ne reste plus aucun habitant du Sud, en vie ou en fuite. » Elric poussa un profond soupir et essaya de surmonter le malaise qui s'emparait de lui. « Prince Irkoun, tu es en train de mettre ma patience à l'épreuve. Mais mon empereur, je pense seulement au salut de Melniboné. Tu ne veux pas, assurément, que tes sujets racontent que tu n'es pas courageux, que tu redoutes d'engager un combat contre 5 malheureuses galères. » Cette fois-ci, la colère redonna des forces à Elric. « Qui ose dire qu'Elric n'est pas courageux ? Serait-ce toi, Irkoun ?» Il savait que ce qu'il allait dire était insensé, mais rien ne pouvait plus l'arrêter. « Très bien. Lançons-nous à la poursuite de ces malheureuses embarcations. Écoulons-les. Faisons vite. Je suis las de tout cela. » Un éclair mystérieux passa dans les yeux d'Irkoun, alors que déjà, il s'éloignait pour transmettre les ordres. Le ciel s'éclaircissait lorsque la flotte melnibodéenne aborda la haute mer et mit le cap sur la mer bouillonnante et le continent du Sud. Les navires pirates ne traverseraient pas la mer bouillonnante. Aucun navire mortel ne pouvait le faire, disait-on, mais la contournerait. Ils n'atteindraient même pas les abords de la mer bouillonnante, car les gigantesques frégates étaient rapides. Les esclaves qui manœuvraient les rames étaient sous l'emprise d'une drogue qui augmentait leur cadence et leur force avant de les tuer. Maintenant, le vent gonflait les voiles. Les frégates, monstres dorés, fendaient les flots. Le secret de leur construction était inconnu, même des Melnibonéens, qui avaient perdu beaucoup de leur savoir passé. Il était alors facile d'imaginer combien les jeunes royaumes pouvaient haïr Melniboné et ses inventions. Car les frégates qui fonçaient sur les galères, maintenant en vue,
semblait appartenir à un autre âge, à un âge plus ancien. L'enfant du Piaret était à la tête de la flotte. Il avait amorcé ses catapultes bien avant que les autres navires n'aient aperçu l'ennemi. Des esclaves ruisselants de sueur manipulaient avec précaution la matière visqueuse des projectiles qu'ils plaçaient dans les cuillères de bronze au moyen de longues pinces. La boule de feu ainsi libérée projetait ses flammes dans les premières lueurs de l'aurore. Des esclaves gravissaient la passerelle pour apporter, sur des plateaux d'or, vin et nourriture aux 3 princes dragons qui se tenaient là depuis le début de la poursuite. Elric n'avait pas la force de manger, mais il saisit une grande coupe de vin blanc qu'il vida d'un trait. Le vin était fort et fit renaître un peu de ses forces. Il prit une autre coupe et la vida aussi rapidement que la première. Il regarda vers l'avant du bateau. L'aurore se levait. Une lueur pourpre apparaissait à l'horizon. « Dès que nous apercevrons le disque du soleil, dit Elric, nous ferons feu. »« Je vais transmettre l'ordre, dit Magnum Colym, en s'essuyant la bouche et en reposant l'os du morceau de viande qu'il venait de manger. Il quitta la passerelle. Elric entendit ses pas lourds s'éloigner sur l'échelle. Puis, soudain, l'albinos eut l'impression d'être isolé parmi des ennemis. Magnum Colym avait eu une attitude étrange au cours de la discussion avec le prince Hyrkoun. Elric essaya de chasser de son esprit ces stupides pensées, mais la fatigue, l'incertitude, les railleries de son cousin, tout cela ne faisait qu'ajouter à son sentiment de solitude, à cette impression d'être seul au monde, sans aucun ami. Même Simoril et Divinvar, en fin de compte, étaient des Melnibonéens et ne pouvaient comprendre les motifs de ses actions. Peut-être serait-il plus sage de renoncer à tout ce qui était de Melniboné et parcourir le monde, comme mercenaire, à servir ceux qui avaient besoin de son aide. Le demi-cercle rouge du soleil apparut au-dessus de la ligne sombre de l'horizon, de la frontière entre la mer et le ciel. Une série de grondements se fit entendre à l'avant de la frégate. Les catapultes venaient de libérer leurs projectiles. Puis il y eut un long sifflement qui alla se perdre dans l'immensité du ciel. Il sembla alors qu'une douzaine de météores filaient vers les 5 galères qui se trouvaient à guère plus de 30 encablures. Elric vit 2 galères prendre feu. Les 3 autres zigzaguaient pour éviter les boules de feu qui projetaient sur l'eau des flammes impétueuses avant de plonger, poing incandescent, dans les profondeurs de l'océan. D'autres boules de feu furent amorcées. Elric entendit Hyrkoun de l'autre côté de la passerelle qui ordonnait aux esclaves d'accélérer la cadence. Puis les navires en fuite changèrent de tactique, comprenant manifestement qu'ils ne pourraient résister plus longtemps. Ils virèrent de bord pour mettre le cap vers l'enfant du Piaret, répétant la manœuvre qu'ils avaient effectuée dans le labyrinthe. Elric admira non seulement le courage des pirates, mais aussi l'habileté avec laquelle ils avaient effectué cette manœuvre, la rapidité avec laquelle ils en étaient arrivés à cette décision logique, même si cette décision était désespérée. Les galères des pirates cachaient maintenant le soleil, dont le disque répandait ses rayons pourpres comme pour préluder à l'effusion de sang, à laquelle allait bientôt donner lieu l'affrontement entre les 3 braves galères et la frégate amirale. Celle-ci tira un autre feu de salve, et la galère de tête tenta de virer de bord pour éviter le feu de l'ennemi. Mais 2 boules ardentes atterrirent directement sur le pont, embrasant bientôt tout le navire. Des hommes transformés en torches plongèrent dans l'eau, d'autres tombèrent des gréements. Ils périrent tous, victimes des flammes. Mais le bateau était une proie moins facile. Quelqu'un s'était emparé du gouvernail, et le navire fonçait maintenant sur l'enfant du Piaret. Il vint heurter la coque dorée de la frégate, et les flammes se propagèrent sur le pont où les catapultes étaient amorcées. Un chaudron où étaient stockés tous les projectiles prit feu. Des marins accoururent aussitôt de toutes parts pour éteindre les flammes. Elric ne put retenir une grimace en voyant le spectacle dont les pirates étaient les acteurs. Peut-être ce navire s'était-il volontairement offert aux flammes. Maintenant, presque tout l'équipage était en train de lutter contre les flammes. Pendant ce temps, les navires du sud se rapprochaient, lançaient les harpons et abordaient la frégate. « Les barbares !» cria Elric, bien trop tard pour prévenir son équipage. « Ils attaquent !» Il vit Hyrkoun faire volte-face, se rendre compte de la situation et se précipiter au bas de la passerelle. « Tu restes là, monseigneur !» cria-t-il à Elric en disparaissant sur le pont inférieur. « Tu es hors d'état de combattre !» Mais Elric rassembla tout ce qui lui restait de force et suivit son cousin pour défendre lui aussi son navire. Les barbares ne se battaient pas pour leur salut. Ils se savaient condamnés d'avance.
Mais ils se battaient pour leur honneur. Ils voulaient capturer un navire melnimodéen, et ce navire devait être la frégate amirale elle-même. Il était difficile de mépriser ces hommes. Ils savaient que même s'ils la capturaient, les autres navires de la flotte dorée les captureraient à leur tour. Mais les autres bâtiments étaient encore loin. Beaucoup de marins tomberaient avant que les navires rejoignent la frégate amirale. Elric se retrouva sur le pont inférieur, face à 2 barbares gigantesques, armés d'une épée courbe et d'un petit bouclier ovale. Il allongea une botte, mais il avait l'impression que son armure était une prison. Son bouclier et son épée étaient si lourds qu'il pouvait à peine les soulever. 2 épées touchèrent son aume, presque en même temps. Il rompit, atteignit un homme au bras et repoussa l'autre de son bouclier. Une épée courbe frappa un coup sur sa dossière et faillit lui faire perdre l'équilibre. L'atmosphère était étouffante. La fumée, la chaleur, le tumulte de la bataille. Il fit volte-face et sentit son sabre plonger dans la chair. Un de ses adversaires tomba. Le sang jaillit de sa bouche et de son nez. L'autre porta une botte. Elric rompit en trébuchant sur le cadavre de sa victime. Il amortit la chute avec son sabre. Et lorsque le barbare triomphant se jeta sur l'albinos pour l'achever, Elric le frappa avec la pointe de son épée et l'embrocha. L'homme tomba sur Elric, qui ne sentit même pas le choc. Il avait déjà perdu connaissance. Une nouvelle fois, son sang déficient que ne fortifiaient plus les drogues le trahissait. Il sentit un goût de sel dans la bouche, et pensa d'abord que c'était du sang. Mais c'était de l'eau de mer. Une vague qui était passée par-dessus bord lui fit reprendre connaissance un instant. Il essaya de se dégager du cadavre. Il entendit alors une voix qu'il reconnut aussitôt. Il détourna la tête et leva les yeux. Le prince Hyrkoun apparut. Il souriait d'un large sourire. Il jouissait du spectacle que lui offrait Elric. Il y avait toujours cette fumée noire qui envahissait tout. Mais le bruit des rames s'était tu. « Avons-nous gagné, mon cousin ?» Elric avait beaucoup de peine à parler. « Oui, les barbares sont maintenant tous morts. Nous appareillons pour entrer à Imrir. » Elric ressentit un immense soulagement. Il mourrait bientôt s'il ne pouvait pas se procurer rapidement ces drogues. Son soulagement avait dû se lire sur son visage, car Hyrkoun éclata de rire. « Il est heureux que la bataille ne se soit pas prolongée, car nous aurions perdu notre chef. Aide-moi à me relever, mon cousin. » Elric avait toujours répugné à demander une faveur au prince Hyrkoun, mais cette fois-ci, il n'avait pas le choix. Il tendit sa main libre. « J'ai encore assez de force pour aller inspecter le navire. » Avec cet éternel sourire grimaçant, Hyrkoun s'avança comme pour lui prendre la main. Mais il eut une seconde d'hésitation. « Mais, monseigneur, tu te trompes. Tu seras mort lorsque le navire aura mis le cap sur l'est. » « Allons donc. Même sans mes drogues, je peux vivre encore longtemps, bien que j'ai de la peine à me mouvoir. Aide-moi à me relever, Hyrkoun. C'est un ordre. »« Tu n'as pas le droit de me donner d'ordre, Elric. Vois-tu, c'est moi, l'empereur désormais. »« Prends garde, mon cousin. Je peux fermer les yeux sur un tel acte de trahison, mais les autres non. Je vais être obligé de... » Hyrkoun enjamba le corps d'Elric et se dirigea vers le parapet. Il y avait là des écoutilles qui maintenaient en place une partie du parapet, lorsque celle-ci ne servait pas d'abompement. Hyrkoun défit les goupilles et abaissa vers l'eau la partie du parapet en question. Elric faisait des efforts désespérés pour se relever, mais c'est à peine s'il pouvait faire un mouvement. Hyrkoun semblait possédé par une force surnaturelle. Il se baissa et dégagea sans aucune peine le cadavre qui écrasait Elric. « Hyrkoun, » dit Elric, « ce n'est guère sage de ta part. Tu sais bien que je n'ai jamais été un homme avisé, mon cousin. » Hyrkoun appuya une botte sur les côtes d'Elric et commença à faire glisser son corps vers l'ouverture. Au-dessous, c'étaient les flots sombres tourbillonnants. « Adieu, Elric. Désormais, c'est un vrai Melnimonéen qui occupera le trône de Rubis, et qui fera peut-être même de Cymoril l'impératrice, qui sait. Ce n'est pas exclu. » Puis Elric se sentit rouler, tomber, plonger. Il sentit son armure l'attirer vers le fond, et les derniers mots d'Hyrkoun résonnèrent à ses oreilles comme l'éternel clapotis des vagues
contre la coque de la frégate dorée.